Bonjour à tous et merci pour cette invitation parmi les travaux qui accompagnent l'exposition Migration à laquelle j'ai un peu participé, mais pas autant que les commissaires, notamment pour les définitions des termes qui sont relatés au début de cette exposition. Et je vais aujourd'hui vous proposer une vision globale des migrations, une vision globale qui est inspirée d'un certain nombre de travaux que j'ai pu faire là-dessus, mais surtout de mes atlas. J'ai fait les atlas des migrations chez Autrement. Là, j'en suis à la 7e édition qui va sortir malheureusement, pas aujourd'hui, mais au printemps. Et là, ce sont des cartes de mes anciens atlas. J'ai fait quelques sélections, disons, des plus parlantes pour essayer de présenter la dimension globale, mondiale aujourd'hui, des migrations internationales qui va être le sujet de ce soir. Donc ces cartes, pour certaines, elles sont plus tout à fait valables parce que les chiffres, malheureusement, changent très très vite. Mais j'en ai pris quelques-unes qui sont toujours, disons, intemporelles puisqu'elles donnent une idée de la mobilité du monde aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit pour cette première carte, c'est que, en fait, le monde entier est concerné par la migration. C'est un phénomène récent, si j'ose dire, qui est la conjugaison de deux phénomènes. D'une part, la modernité inclut la mobilité. Aujourd'hui, on est dans un monde où la mobilité fait partie de la modernité dans les modes de vie, dans beaucoup de régions du monde. Et d'autre part, d'un phénomène qui s'est produit depuis le début des années 90 et la fin du XXe siècle, qui est une véritable possibilité de sortir de chez soi, le droit de sortie généralisé et la possibilité presque partout dans le monde d'avoir un passeport. Et ça, c'est très très important. Après la chute du rideau de fer et l'ouverture de la Chine aussi, on a pu sortir de chez soi et des millions de personnes qui étaient retenues par des frontières étanches, c'est notamment le cas de l'ex-URSS, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de beaucoup de pays du Sud qui donnaient difficilement des passeports, qui ont rendu possible aujourd'hui la possibilité de sortir de chez soi. Donc une sorte de droit de sortie généralisé à l'échelle mondiale. Ce qu'on voit sur cette carte, et ça correspond aujourd'hui seulement à 3,7% de la population mondiale, parce que le Sud est bien sûr inclus, mais il ne faut pas oublier que dans la photo que vous avez vue tout à l'heure, dans cette période des années entre 1880 et 1924, la grande période de migration, entre autres vers les États-Unis, la migration internationale, c'était 5% de la population mondiale. Sauf que c'était surtout des Européens qui partaient vers tous les nouveaux mondes et aussi dans le cadre de la colonisation, alors qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont surtout des migrations qui vont du sud au sud, comme on va le voir. On va peut-être revenir à ma carte, je ne sais pas, voilà, du sud au sud, mais aussi bien sûr du sud au nord. Donc c'est cette possibilité de droit de sortie qui est rendu difficile par le droit d'entrée encore plus fermé qu'il était dans le passé, a procédé à une sorte d'inversion de la logique à l'échelle mondiale. Autrefois, on pouvait souvent difficilement sortir de chez soi parce que la migration, la population était considérée comme une ressource militaire, une ressource agricole, une ressource également fiscale. Et donc, beaucoup de pays puissants, d'où partaient les gens, notamment les grands empires, rendaient difficile la sortie du territoire, sauf pour des indésirables qui sont des pauvres, comme on les voit sur la carte, sur la photo, mais aussi des minorités considérées comme indésirables, ou alors des agitateurs politiques, comme on disait à l'époque. On craignait, le terrorisme existait déjà, il y avait les anarcho-syndicalistes, il y avait les nihilistes russes, il y avait toute une série de gens qui étaient considérés comme indésirables dans ces grands empires autoritaires et donc qui partaient en réalité. Donc on a eu à l'époque un droit de sortie difficile, mais un droit d'entrée facile, parce que les pays qu'on quittait étaient des pays puissants, les pays où on allait étaient des pays assez faibles sur le terrain international. C'était d'anciennes colonies, notamment britanniques, les États-Unis, le Canada, l'Australie et quelques autres destinations. Et donc, ils n'avaient pas tellement la possibilité de négocier
finalement l'entrée. On pouvait faire un tri selon les capacités des personnes. Il y avait beaucoup d'illettrés, mais qui pouvaient assembler des carrelages et toutes sortes d'exercices qu'on leur faisait faire quand ils arrivaient précisément à Ellis Island, par exemple. Et, bien sûr, on filtrait ceux qui avaient des maladies qu'on ne pouvait pas soigner sur les territoires. Mais on quitte des pays puissants difficilement souvent et on va vers des pays plutôt faibles sur la scène internationale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on quitte des pays faibles sur la scène internationale, notamment pour le sud du monde, et on quitte facilement puisqu'on peut avoir un passeport. En revanche, on entre difficilement dans des pays puissants qui édictent aujourd'hui à l'échelle mondiale les règles de la migration, les politiques migratoires qui sont les États-Unis, l'Europe, les pays du Golfe et toutes les autres destinations dont je vais vous parler. Donc tout ça, ça représente 284 millions de gens. Aujourd'hui, les gens qui sont considérés comme des migrants internationaux, d'après les définitions qui sont rappelées dans cette exposition. Un migrant international, c'est quelqu'un qui vit dans un pays, qui a quitté son pays pour aller dans un autre pays et pour une durée égale ou supérieure à 1 an. C'est la définition mondiale de l'ONU pour comptabiliser les migrations. Donc c'est la base de comptage, si j'ose dire, à l'échelle mondiale. Donc ceux qui sont pour des courtes durées ne sont pas comptabilisés comme les migrants, les touristes par exemple. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de touristes dans le monde. Ce ne sont pas des migrants, ils ne s'installent pas pour 1 an. Les stagiaires de courte durée non plus, les saisonniers non plus. Bien sûr, non plus les sans-papiers, puisque par définition, on ne connaît pas leur nombre. Mais les chiffres officiels, c'est 284 millions et je vais essayer de vous donner les détails, si j'ose dire. Aujourd'hui, ça correspond, donc le premier pays d'immigration dans le monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est 51 millions de migrants aux États-Unis. Le Canada, c'est à peu près 9 millions, donc en tout, ça fait 60 millions pour cette région. Ensuite, si on prend l'Europe, on est autour de 86-87 millions, parce que dans les chiffres de l'ONU, ils incluent dans l'Europe l'Ukraine, bien sûr, la Russie, la Moldavie et toute une série de pays de l'Est qui ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne. Et comme la Russie est la 4e destination migratoire au monde, avec 13 millions de personnes, ça grossit les chiffres européens qui sont autour de 45 millions, 50 si on inclut le Royaume-Uni. Donc en fait, ensuite on a en Asie, on a 87 millions, qui est une très grande région de migration. En termes de l'Australie, c'est 10 millions, l'Australie et la région de l'Océanie en général. On a 15 millions de migrants en Amérique du Sud et on a 26 millions de migrants en Afrique. Donc on est à peu près autour des 284 millions que je vous ai proposés si vous faites l'addition. Ça vous donne une idée. Mais en termes de pays, 1, États-Unis, 2, l'ensemble des pays européens, 3, le Golfe, 4, la Russie. Alors, ce qu'on voit aussi sur la carte, il y a des quantités de catégories de migrants. C'est un peu ce à quoi, d'ailleurs, l'exposition s'est occupée, puisqu'elle montre la variété de plus en plus grande des profils de migrants. Il y a les gens qui viennent en Europe. Par exemple, les premiers flux aujourd'hui d'entrée, ce sont les étudiants. Ça vous paraît peut-être pas correspondre au débat qu'on a aujourd'hui actuellement, mais c'est les étudiants parce que les pays européens veulent internationaliser la formation des étudiants, multiplier les échanges aussi pour les gens du Sud et de l'Est et partout dans le monde pour qu'ils aient des échanges universitaires avec leurs universités, même les plus modestes. Donc aujourd'hui, c'est le premier flux légal d'entrée en Europe. Le deuxième flux, c'est les réfugiés, à peu près à égalité avec le regroupement familial. Les réfugiés, on a eu beaucoup de crises de réfugiés récentes qui ont amené, surtout dans les pays voisins, j'insiste lourdement là-dessus, des crises, beaucoup de réfugiés. Par exemple, l'essentiel des Afghans, il y a à peu près 6,5 millions d'Afghans qui ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion soviétique en 1979. Ils sont allés en Iran et au Pakistan. Ensuite, si on prend les Irakiens, ils sont surtout allés en Syrie, à peu près 4,5 millions de personnes. Les Syriens sont allés surtout en Turquie. 6,5 millions de Syriens ont quitté leur
leur pays, surtout et puis un peu 1 million en Europe, 1 million au Liban, mais le reste, ça a été pour la Turquie. Ensuite, si on prend le Venezuela, par exemple, qui a aussi ce gros chiffre de 6,5 millions, c'est vers la Colombie, le Brésil, un peu qu'ils sont allés. Donc, ils vont surtout dans les pays voisins des zones de conflit. Aujourd'hui, on a le conflit, bien sûr, des Ukrainiens. Donc, on a 7 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Une partie d'entre eux sont allés en Pologne, qui est un pays voisin. D'ailleurs, une partie de la Pologne, c'est l'Ukraine d'aujourd'hui, puisque la frontière s'est déplacée d'est en ouest dans cette région, mais aussi vers l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a le plus d'Ukrainiens sur son territoire, suivi par la Pologne, suivi par une partie de la République tchèque, la Hongrie, la Moldavie, qui étaient des territoires de l'Empire austro-hongrois. Et pour les autres, c'était la Pologne, l'ouest de l'Ukraine, c'est la Pologne d'hier, la région de Lvov, par exemple. Donc, en fait, on a des très gros chiffres. Et le Soudan, on ne parle pas beaucoup du Soudan parce que c'est très mal couvert par la presse, mais aujourd'hui, on a 7 millions de personnes qui ont quitté leur maison. Tous ne sont pas des migrants internationaux, ce sont des migrants internes, mais une grande partie, autour de la moitié, sont dans des pays voisins comme l'Égypte, comme l'Ouganda, comme le Tchad. Et c'est une catastrophe mondiale aujourd'hui dramatique dont on parle très très peu. On aura sans doute de nouveaux réfugiés dans la région du Congo et Rwanda compte tenu des conflits en cours, mais on ne cesse d'avoir de nouveaux conflits qui alimentent les flux de réfugiés. Le regroupement familial, qui est un principe constitutionnalisé dans la plupart des pays européens notamment, et donc on ne peut pas interdire, on peut restreindre, mais pas interdire le regroupement familial en Europe, et donc c'est le troisième flux. Et puis enfin, la migration de travail. Il ne faut pas oublier que la migration de travail, la plupart des gens viennent pour travailler, mais par exemple en Europe, elle est suspendue, l'immigration de travail salarié, depuis le milieu des années 70. Donc pour les autres, on ouvre très très timidement les frontières, ce qui explique la crise dans laquelle on est aujourd'hui, crise démographique, mais crise économique aussi, parce que avec la peur des migrations, beaucoup de métiers ne sont pas pourvus et ça oblige les gens à traverser la Libye, à traverser la Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'on a 50 000 morts en Méditerranée depuis les années 90 et que l'année dernière, on a eu 2300 morts. L'année d'avant, on a eu 4000 morts et on a eu 3000 morts l'année précédente. Donc la Méditerranée est un vaste cimetière. Ce que rappelait d'ailleurs le pape François dans son voyage à Marseille il y a 2 ans. Et autre cimetière qui se constitue auprès de chez nous, c'est la Manche. On a entre 60 et 70 morts chaque année aujourd'hui, tous les jours quasiment. On a des expéditions qui deviennent dramatiques. Tout le monde, heureusement, ne meurt pas, mais c'est un lieu de passage très important. Alors, autre point, donc cette migration, elle est globale. Elle est globale parce que le monde est interdépendant. Et c'est ça, c'est très important. Interdépendant, c'est-à-dire qu'on a des sortes de compensations entre la jeunesse de la population d'un côté, le vieillissement de la population de l'autre, des besoins de main-d'œuvre très variés, qualifiés, peu qualifiés, moyennement qualifiés, et puis bien sûr des mouvements de réfugiés, d'étudiants, etc. On est dans ce phénomène d'interdépendance dont la migration fait partie, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont touchés par cette interdépendance, notamment des échanges économiques. Et le grand paradoxe, c'est que dans ce monde où le libéralisme économique domine, on peut s'étonner de cette immense sécurisation des frontières qui est contradictoire avec l'objectif de libéralisation des échanges informationnels, économiques, culturels, etc. Donc il y a beaucoup de contradictions à ce niveau-là. Et malgré la mondialisation, ce que vous voyez sur la carte, les migrations à l'échelle mondiale, elles sont surtout régionalisées, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que la plupart des gens ne font pas de migration transcontinentale, un peu en Méditerranée, parce que l'Europe est proche de la rive sud de la Méditerranée, mais à l'échelle globale, ce que l'on voit, ce que j'ai encadré en gris, c'est pour montrer que en fait, on a beaucoup d'espaces migratoires régionaux, des espaces migratoires régionaux, c'est-à-dire que la plupart des latino-américains, par exemple,
les 15 millions de latino-américains qui sont dans une situation migratoire, ils vont dans d'autres pays d'Amérique latine, hein, parce que pour eux, c'est plus simple. Il y a un espace d'ailleurs de libre circulation à des fins de travail qui s'appelle l'UNASUR, et ils vont migrer, les pays andins vont migrer vers le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, etc., le Chili, ça, c'est un espace économique régional. Les gens d'Amérique centrale, ils vont plutôt aller vers le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est un autre espace économique régional de fait, si j'ose dire. Ensuite, on a l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la plupart des Africains, contrairement à une idée répandue, ne viennent pas tous vers l'Europe, hein. Alors, c'est une image télévisuelle de voir les gens qui arrivent à Lampedusa, mais en fait, la plupart des Africains, ils migrent en Afrique pour l'essentiel, d'un pays à l'autre. Il y a une grande tradition de mobilité. Il y a des espaces économiques régionaux à l'intérieur même de l'Afrique. On a par exemple la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour l'ouest de l'Afrique. On en a aussi autour de l'Afrique du Sud et de ses voisins, la SADC. Et beaucoup de gens d'Afrique de l'Est migrent vers le Golfe, qui est la troisième destination migratoire dans le monde, hein. Donc, la mobilité, elle se fait aussi sud-sud. Et dans ces 284 millions, il y a autant de migrants qui vont vers le nord, donc migration sud-nord et nord-nord, qui sont moins nombreux, que de migration sud-sud et nord-sud. Nord-sud, ils ne sont pas nombreux du tout, mais la migration sud-sud prend une importance considérable dans des pays qui n'ont signé quasiment aucune convention internationale. Il y a 50 manquants à la signature de la Convention de Genève sur l'asile des pays du Sud. La Convention sur les droits de l'enfant n'est pas appliquée dans beaucoup de pays du Sud. La Convention de 1989, qui protège les enfants mineurs. Et très souvent, il n'y a pas la possibilité de regroupement familial. C'est le cas notamment dans le Golfe. Il y a beaucoup de lacunes encore parce que ces pays étaient et sont toujours des pays de départ. Et donc, le fait de devenir progressivement aussi des pays de transit et d'accueil font que la politique migratoire n'a pas suivi et elle n'est pas adaptée institutionnellement à cette nouvelle réalité. Il y a quelques pays qui commencent à changer un peu. C'est le Maroc, par exemple, qui a régularisé quelques milliers de sans-papiers, qui commence timidement à appliquer la politique de l'asile. En Turquie, ils appliquent le droit d'asile, mais uniquement pour les Européens, parce qu'ils n'ont jamais élargi le bénéfice de la Convention de Genève qu'ils ont signée aux non-européens, parce qu'ils sont entourés de pays non-européens. Donc même pour les Syriens, ils ont donné une protection temporaire, mais ils ne peuvent pas donner le droit de la Convention de Genève, puisqu'ils ont cette réserve géographique, ils n'ont pas signé l'extension au monde entier de la Convention de Genève en 1967, par exemple. Et beaucoup de pays du Sud, l'Égypte a signé, par exemple, la Convention de Genève sur l'asile, mais n'a aucune politique migratoire sur l'asile, donc aucun droit. Ils ont juste un petit papier de l'ONU, mais du HCR, mais ils n'ont aucun droit s'ils sont sur le territoire égyptien, sauf celui d'exhiber ce petit papier bleu qu'ils obtiennent d'ailleurs très difficilement. Donc on a encore beaucoup de manque, si j'ose dire, dans une généralisation du droit à la migration dans beaucoup de pays du monde, surtout avec l'importance des migrations sud-sud et le fait que les pays du Sud deviennent à leur tour des pays qui étaient des pays de départ, qu'ils sont toujours des pays d'immigration et des pays de transit. Alors on a d'autres régions migratoires, bien sûr l'Union européenne, qui est sans doute l'espace le plus abouti de liberté de circulation, d'installation et de travail pour les Européens. On a la Russie qui a une possibilité de travail pour les gens de l'ancienne, pour la CEI, c'est-à-dire en gros l'ancienne URSS. Donc il y a une migration importante de l'Asie centrale et du Sud-Caucase vers Moscou et Saint-Pétersbourg, puisque c'est la 4e destination migratoire dans le monde, comme je l'ai dit. On a le Golfe, dont je vous ai parlé. Certains pays ont plus de 80% de la population qui est étrangère dans les pays du Golfe. Donc, c'est colossal, si j'ose dire, hein, avec peu de droits. Ensuite, on a en Asie, on a une immense mobilité aussi, notamment vers les pays les plus riches, comme le Japon, comme
qui est un peu restrictif à l'égard de la migration, qui n'a que 2,5 millions de migrants vers la Corée du Sud, vers Singapour, etc., quelques destinations. Et puis, beaucoup de gens qui partent des régions les plus pauvres, comme les Philippines. Un Philippin sur 11 vit à l'étranger, par exemple, mais aussi des gens qui viennent de Malaisie et de Vietnam, Cambodge, Laos, par exemple, et qui migrent pas seulement vers ces régions, mais vers d'autres grandes destinations. On a une migration vers la Chine également de ces populations, mais les grands pays très peuplés ne sont pas non plus nécessairement des pays dont on part. Par exemple, le taux d'émigration de départ donc de la Chine est très faible au regard du milliard 4 de population. Le taux d'Indiens à l'étranger sont à peu près 37 millions dans les deux cas. C'est très faible pour 1,4 milliard. Donc, ces grands pays, il n'y a pas nécessairement de lien entre l'importance de la population et sa propension à migrer, contrairement à une idée reçue qui circule souvent. De même, d'autres pays, le Brésil, par exemple, qui a une importante population, n'est pas un pays de départ très important. Donc, en fait, ce que l'on voit sur cette carte aussi, d'autres régions migratoires comme l'Océanie. Aujourd'hui, l'Australie, par exemple, est de plus en plus asiatique dans son profil. C'est plus du tout l'Australie blanche dont rêvaient les Anglais. Et il y a des effets importants du réchauffement climatique qui conduisent à des migrations, notamment dans cette région. Alors, tout ça pour dire que on n'arrêtera pas la migration. J'insiste beaucoup là-dessus parce que certains annoncent ça dans leurs programmes électoraux, par exemple, et surtout un seul pays avec ses frontières parmi un monde de 8 milliards d'habitants. C'est peu crédible de dire qu'on va être capable de protéger ses frontières des migrations dans un mouvement global d'entrée en mobilité de notre planète et dans un contexte de plus en plus interdépendant, comme je vous l'ai dit. Alors, surtout que les facteurs de la migration sont structurels. C'est-à-dire c'est des facteurs qu'on ne peut pas... alors, je vais essayer de faire évoluer les cartes. Sont structurels parce que c'est des phénomènes très durables, par exemple. Alors, les cartes ne sont pas toujours... attendez, je vais essayer de... Voilà. Montrer des choses. Par exemple, l'IDH, les indicateurs du développement humain, qui sont un indice qui avait été défini par un prix Nobel d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen, qui prend 3 critères: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Donc, si on cumule ces 3 critères, on a cette carte. Et on voit que l'Afrique subsaharienne est particulièrement concernée, mais aussi le Pakistan, le Bangladesh, une partie de l'Indonésie, etc. Et tous ces coins, bien sûr, produisent de la migration, mais en fonction des liens. S'il n'y a pas de liens migratoires transnationaux, il n'y a pas de migration. Les régions les plus pauvres du monde, souvent, sont complètement isolées et il n'y a pas de lien entre pauvreté et départ. Ceux qui partent ne sont que très rarement les plus pauvres, sauf dans le cadre des déplacés environnementaux. Autre facteur structurel, la population, comme j'insistais tout à l'heure, les chiffres sont plus valables parce que je suis en train de refaire mon atlas qui sort très bientôt, mais il n'y a pas de lien. Il y a des pays très peuplés où il n'y a pas nécessairement beaucoup de départs, parce que la ressource du pays qui peut être grand, comme l'Inde ou la Chine, fait que les gens ils vont rester chez eux pour une partie d'entre eux. Donc, il faut qu'il y ait une culture de la mobilité. Il faut qu'il y ait des réseaux transnationaux familiaux construits par les migrants pour aller ailleurs. Il faut qu'il y ait des compétences linguistiques de ces classes moyennes en fait, qui partent pour que les gens se projettent dans l'option migration pour changer le cours de leur existence. Ce sont quasiment jamais les plus pauvres qui partent. Ensuite, les grandes fractures du monde, qui sont des lignes de fracture notamment politiques, démocratie ou dictature ou régimes autoritaires, mais aussi la condition des femmes, par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que les femmes migrantes sont 48% des migrants internationaux, 51,5% en Europe. Donc on les voit moins parce qu'elles sont dans des métiers
peu visibles souvent. Elles gardent des enfants, elles gardent des personnes âgées, elles sont dans des ateliers de couture, etc. Et donc, on voit les hommes dans la rue parce qu'ils sont sur le marteau-piqueur, dans la construction et dans quelques autres métiers. Mais les femmes, on les voit moins, mais elles sont néanmoins de plus en plus nombreuses, souvent aussi aspirant à vivre dans l'égalité des droits comme femmes. Aujourd'hui, par exemple, ce qui peut paraître quelque chose de très nouveau, c'est que 100% des femmes afghanes qui demandent l'asile en France obtiennent le statut de réfugié. C'est du jamais vu, si j'ose dire, parce que leur situation est tellement dramatique en Afghanistan qu'il a été considéré par la Cour nationale du droit d'asile en France, par exemple, qu'on ne pouvait que leur donner le statut de réfugié. Donc, il y a des choses nouvelles qui évoluent. Aussi, la difficulté d'entrée. Là, j'ai repris cette carte du monde diplomatique, mais c'est la plus parlante, mais les chiffres ont évolué. Donc, aujourd'hui, c'est les Japonais et les Sud-Coréens qui peuvent entrer le plus facilement. Le passeport est un facteur essentiel. Il y a des gens qui ont, comme ils le disent d'ailleurs, des passeports qui ne valent rien. Si vous venez d'un pays en guerre et pauvre, vous n'avez aucune chance, ou très peu, d'avoir un visa. Si vous avez le passeport européen ou américain ou japonais ou sud-coréen, vous pouvez entrer dans près de 190 pays dans le monde sans visa. Juste avec des formulaires selon les États, mais c'est facile. Tandis que si vous êtes russe, vous divisez par 2, si vous êtes chinois, vous divisez par 4, puis tout au bout de la file, vous trouvez tous ceux qui traversent la Méditerranée, la Libye, etc., des pays pour lesquels il faut des visas quasiment pour toutes les destinations qu'on se propose d'effectuer. Donc l'inégalité du droit à la mobilité aujourd'hui, dans un monde qui bouge, est une des plus grandes inégalités pour les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Ensuite, d'autres facteurs, les réseaux. Plus on interdit, c'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30, plus il y a des passeurs qui s'organisent, des trafiquants, pour organiser le passage. La presse, le cinéma produit beaucoup de ces informations, utilement d'ailleurs, pour montrer le drame dans lequel se trouvent ces gens qui ont fait appel à des passeurs. Il y a eu un film, il y a Suleiman, le film qui a eu un prix au Festival de Cannes, mais aussi il y a eu le film Moi Capitaine de Matteo Garrone, et qui raconte l'histoire de la traversée pour des jeunes Sénégalais de la Libye et de la Méditerranée. On se croirait au Moyen-Âge, c'est-à-dire enfermement, mise en esclavage, viol, coups et blessures, etc. Et ensuite la traversée de la Méditerranée, une fois qu'ils en ont fini avec la Libye. Donc c'est inimaginable, si j'ose dire, dans le monde d'aujourd'hui, du 21e siècle. La traversée du Mexique aussi, qui est dramatique. Les femmes se font faire des piqûres pour ne pas être enceintes, parce qu'elles savent qu'elles vont devoir traverser la frontière américaine et acheter par leur corps la traversée de la frontière. Il y a beaucoup de gens qui meurent aussi dans ce fameux train qui s'appelle la Bestia, qui longe le Mexique, et en fait, où il y a les gens qui tombent du train, ils meurent. On ne va pas aller les chercher dans la forêt tropicale, de même que ceux qui tombent des camions dans le désert libyen, personne ne va aller les chercher, ils meurent sur place. Donc on a des situations étonnantes qui laissent dans une certaine indifférence. Ça fait partie un peu du paysage, disons, aujourd'hui, du paysage de l'actualité. Les morts aux frontières, la situation de ces gens qui font appel à des passeurs, qui sont rackettés. Au Mexique, il y a beaucoup de cartels de la drogue qui interceptent les gens qui essayent d'aller vers les États-Unis, etc. Et aussi beaucoup de corruption. La corruption, parfois les passeurs sont en uniforme dans un certain nombre de cas. Et donc, c'est très très difficile de s'y retrouver dans un tel contexte. On n'est pas dans l'état de droit. Ensuite, d'autres facteurs structurels, les réfugiés, je vous en ai parlé, je ne vais pas insister là-dessus, mais le monde aujourd'hui est, disons, constellé de zones de conflit. Et puis aussi le tourisme, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, une migration internationale comptabilisée comme telle, mais qui donne le goût de la mobilité pour deux types de migration de plus longue durée, qui sont d'une part ce qu'on appelle les seniors au soleil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espérance, on est dans ce que disent les démographes, dans un contexte de dévieillissement. C'est-à-dire qu'on est plus jeune
dans sa tête et souvent physiquement que ses parents ou ses grands-parents. Donc les gens, ils se disent, ben, si je suis à la retraite, alors on peut discuter de l'âge, mais enfin, entre 60 et 65 ans, j'ai encore 10 ans devant moi pour vivre mieux au soleil, faire du sport, etc., et beaucoup moins cher, et avoir chez moi un jardinier, une cuisinière, etc. Moi, j'avais rencontré une fois un ouvrier à Thionville, il m'a dit, vous savez, moi, je vis, c'était un Marocain, et il vivait plus que la moitié de l'année au Maroc. Donc, il me dit, vous savez, ici, je suis ouvrier, mais là-bas, je suis quelqu'un, parce qu'avec ma retraite, bah, je peux me payer un jardinier, une cuisinière, le climat est bon et je reviens de temps en temps pour voir mes enfants, éventuellement mon médecin, mais c'est tout. Voilà. Donc il y a des tas de gens qui ont fait ce calcul, qui ne sont pas que des migrants, mais les migrants le font beaucoup. Beaucoup de migrants partent à la retraite dans leur pays, ce que ne disent pas les gens de l'extrême droite, parce qu'ils disent que ça coûte très cher à la sécurité sociale, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Mais on n'a pas le coût du grand âge pour les migrants, parce que eux, ils repartent chez eux. Et de même pour les seniors au soleil, ils reviennent ici, s'ils sont très âgés, mais dans cette période intermédiaire, on a de plus en plus de gens, parmi les Français qui adorent vivre au Maroc, en Tunisie, des Anglais qui sont à Malte, ou des Allemands aux Baléares. On a également des Canadiens qui sont en Floride, etc., des Japonais dans les Philippines, des Anglais qui sont aussi dans le sud du Portugal, etc., parce que les maisons de retraite sont moins chères. Si on achète des petits ou qu'on loue des appartements, le coût de la vie est beaucoup moins cher et on n'a plus peur de vivre à l'étranger, hein, parce que c'est des gens qui ont voyagé souvent et même des gens modestes qui vivent 6 mois dans une caravane sur des plages marocaines et puis l'été ils reviennent chez eux parce que comme ça ils n'ont pas le coût du chauffage de leur maison par exemple, hein. Moi j'en ai rencontré des gens comme ça. Et autre phénomène qui est lié au tourisme, cette familiarité avec la mobilité, c'est les jeunes diplômés qui, dans des périodes de crise, décident de s'expatrier. Par exemple, au Sud, notamment dans la crise espagnole de 2008, beaucoup sont partis travailler soit au Maroc, soit en Amérique latine, dans des métiers qualifiés. Les Portugais sont allés au Brésil, les Grecs sont allés dans leur réseau en Australie, par exemple, hein. Et les Italiens, beaucoup en Europe du Nord, notamment pour les chercheurs et dans tous les labos de recherche. Si on va dans le nord de l'Europe, on a une quantité de gens qui viennent du sud de l'Europe parce que, effectivement, chez eux, il n'y a pas beaucoup d'embauches. Et donc, 25% des recrutements au CNRS, mon institution, dans toutes les disciplines confondues, c'est des Italiens, hein, parce qu'ils parlent assez facilement notre langue et donc chez eux il y a très peu de recrutement. Donc c'est un exemple, hein, mais dans les labos du Nord on rencontre des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Italiens, etc. Parce que pour eux c'est pas un vrai problème de s'expatrier parce que le tourisme leur a donné cette habitude de la mobilité comme mode de vie, si j'ose dire. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup d'autres qui sont entrés dans la mobilité, qui sont les migrations de l'Est. Je ne sais pas si j'ai une carte ici, mais je voulais montrer, voilà, les migrations de l'Est. L'ouverture des frontières à l'Est a favorisé des gens qui vivent dans la mobilité en permanence. La frontière, surtout la distance disparaît, hein, avec les échanges, les WhatsApp, etc. Ils vivent complètement là-dessus. Il y a des bus qui sillonnent les régions d'arrivée, les régions de départ, et donc ils vivent complètement dans cette mobilité. Et les plus nombreux, c'est les Polonais et les Roumains, parce que c'est les deux pays les plus peuplés de l'Europe de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Mais le fait qu'on ait accueilli peu d'Ukrainiens est lié au fait que la plupart des Ukrainiens, ils sont venus en Italie, ils sont venus au Portugal, ils sont venus dans d'autres pays, en Allemagne, etc., pour travailler. Et que les Ukrainiens réfugiés les ont rejoints. En France, on n'a accueilli que 4% des Ukrainiens qui sont venus depuis 2023. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens en France. Mais ces gens sont dans la mobilité. Les Roumains, c'est pareil, hein. Les dames qui gardent des personnes âgées en Italie, c'est beaucoup des Roumaines, les badanti, comme on les appelle, parce que pour elles, on vit ici, là-bas, en permanence. Donc une entrée dans la mobilité avec des frontières ouvertes, hein. Plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent, moins ils s'installent. Plus on les ferme, plus ils vont essayer d'entrer clandestinement et très difficilement, mais plus ils vont se sédentariser parce qu'ils ne peuvent plus repartir. S'ils repartent,
ils risquent encore de refaire le parcours de la Libye et de la Méditerranée. Donc on a une sédentarisation aléatoire qui a un effet pervers de la fermeture des frontières, notamment, pas seulement en Europe, mais partout où on les ferme. Ensuite, autre facteur structurel, le vieillissement. Le vieillissement, comme je vous le disais, ça accroît les besoins de main-d'œuvre dans des secteurs clés qui sont la médecine et la garde des personnes âgées et des métiers qu'on ne peut plus faire à 90 ans, comme certains secteurs agricoles, par exemple. Dans certains, je connais assez bien l'Italie parce que j'y enseigne aussi. Et en fait, par exemple, la plupart des gens qui travaillent dans l'agriculture aujourd'hui dans le sud de l'Italie, c'est des Albanais. On n'a plus les bateaux d'Albanais qui arrivent aux portes de l'Italie parce qu'ils ont fait des accords bilatéraux. Et ceux qui remontent les cultures en terrasse, qui sont bergers aussi, c'est essentiellement des Albanais parce que les gens du Sud, c'est plutôt des retraités en Italie. Ils ne peuvent plus faire ça à 95 ans, même si on vit très vieux dans ce pays. Donc, c'est beaucoup des nouveaux arrivants, de même les métiers du bâtiment, par exemple, etc. Donc, le vieillissement crée des profils nouveaux de migrants qu'on n'avait pas dans les années de croissance, qui étaient plutôt la métallurgie, la sidérurgie, la construction automobile, les mines, etc. Je ne vais pas insister plus. On pourrait imaginer que dans ce contexte, on ouvre davantage, mais au contraire, on ferme. Parce qu'on est dans un contexte de peur de l'immigration qui s'est complètement développée dans beaucoup de régions d'accueil, surtout en Europe et aux États-Unis, comme on le voit en ce moment, mais aussi, par exemple, en Australie, où ils ont une politique assez dure à l'égard des réfugiés. Et donc, les murs ont été érigés pour contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Avec les murs, il y a bien sûr des morts et il y a beaucoup de trafiquants, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous donne quelques exemples en la matière. La traversée de la Libye. La Libye est une sorte de mur immense, puisqu'elle a une très longue surface sur la Méditerranée. Et curieusement, malgré tout ce qui se passe, tous les témoignages qui sont sortis sur la Libye, la Commission européenne a décidé que pour protéger l'Europe, il fallait former des gardes-côtes libyens dans un pays où il y a une telle corruption du passage. C'est assez surprenant comme décision. Ensuite, les morts, ça je vous l'ai montré. Je voulais insister, mais je n'ai pas trop le temps, sur les 3 types de migration qu'on a en Méditerranée, qui sont d'une part une migration de travail. La plupart, Maghreb-Europe, c'est surtout une migration de travail et regroupement familial. Une migration de désenchevêtrement ethnique qui s'est produite dans les Balkans, surtout après la fin de la guerre de l'ex-Yougoslavie, mais aussi l'entrée dans l'Europe de certains pays des Balkans, qui va se poursuivre sans doute. Et puis de l'autre, on a les réfugiés, et on est en plein dans cette problématique encore aujourd'hui. Ensuite, la Russie. Donc la Russie, non seulement il y a beaucoup d'arrivées, parce que la Russie est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la croix russe, c'est-à-dire qu'ils ont le taux de natalité des pays du Nord et le taux de mortalité des pays du Sud. Donc ils perdent plus la guerre, ils perdent à peu près 2 millions de personnes chaque année. Poutine a essayé de donner de l'argent pour le 2e et 3e enfant, mais ça a des résultats assez limités. Mais c'est un sujet crucial en Russie aujourd'hui. Et ils ont eu aussi un départ de 2 millions d'Allemands ethniques. Les Allemands ethniques, ma famille en fait partie, mais il y a très longtemps, c'est des gens qui étaient installés depuis très longtemps, depuis Catherine II, dans différentes régions de l'Empire russe, et qui étaient et qui ont pu, pour une partie d'entre eux, rejoindre l'Allemagne après 1989. L'Allemagne a absorbé plus de 2 millions de ces Aussiedler, plus les Übersiedler, qui étaient les gens de l'Allemagne de l'Est qui sont allés vers l'Ouest. Et puis ensuite, à peu près 500 000 réfugiés par an après la chute du rideau de fer. Et ensuite, les Syriens, 1 million de Syriens sur 1,2 million en Europe en 2015. Donc l'Allemagne est le plus grand pays d'immigration en Europe, avec environ 14 millions 14%, si j'ose dire, de migrants aujourd'hui, et plus de 12 millions d'immigrés. Et donc, c'est le grand pays d'immigration. Et la France, qui est le plus ancien pays d'immigration en Europe, n'est que le 5e, compte tenu des autres qui ont accueilli davantage, comme l'Italie, l'Espagne, par exemple, autour de nous. Ensuite, autre élément, la France, je ne vais pas y revenir parce qu'on aura peut-être du débat, mais l'importance, la réalité de la migration en France, c'est d'une part
l'importance déjà de la migration, contrairement à ce qu'on pense, européenne, parce la migration en France, elle a commencé en 1850. Alors qu'ailleurs, elle a commencé en 1950 dans les autres pays européens. Donc on a 100 ans d'avance, si j'ose dire, dans l'expérience migratoire. Et l'essentiel des migrants, c'était des Européens, c'était des Belges, des Italiens, des Polonais dans le passé. Puis après, on a eu toute la migration des effets de la Première Guerre mondiale, beaucoup de réfugiés, par exemple. Et puis ensuite, on a eu une grosse migration de travail dans les 30 glorieuses entre 45 et 75. Donc, et cette migration, elle est liée au monde du travail, pour l'essentiel. Donc les zones de travail ont été très impactées, notamment là où on avait vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre, comme on le voit ici, par la migration. C'est plutôt une migration de travail ouvrière qui est venue chez nous. Dans d'autres pays, ça peut être un autre cas. Ça, c'est les points d'entrée. Je vais pas à Londres, donc on est. Alors l'Angleterre est un des grands pays aussi d'immigration en Europe, compte tenu de sa très importante migration du Commonwealth, mais aussi du fait qu'elle a ouvert ses portes très tôt à la migration de l'Est dès la chute du rideau de fer. Donc sont arrivés les Polonais qui étaient venus d'abord en Allemagne et ensuite ils sont venus en Angleterre. Et puis ensuite la crise économique a fait que le bouc émissaire, c'était le polonais. Dans des régions pauvres de l'Angleterre, il y avait tout un discours, disons, xénophobe qui disait que le polonais prenait le travail des Anglais pauvres, si j'ose dire. Et le Brexit s'est fait contre la migration européenne, ce qui est assez étonnant, parce qu'en France, ça paraît très bizarre comme genre de discours. Et il ne faut pas oublier que les gens du Commonwealth au Royaume-Uni, ils ont le droit de vote à toutes les élections. Donc tout candidat à des élections, il faut qu'il fasse attention à ces gens-là parce que c'est des électeurs à l'échelon local, régional, national, y compris à la Chambre des Lords. On a des élus du Commonwealth, ce qui fait que c'est le pays qui a lutté le plus tôt contre les discriminations raciales, qui est très attentif à ce sujet parce qu'il y a des électeurs derrière et que les gens du Commonwealth sont venus nombreux. Aujourd'hui, la fermeture avec le Brexit a eu pour effet d'augmenter les autres migrations, souvent post-coloniales, qui sont arrivées au Royaume-Uni. Donc la migration est plus au sud aujourd'hui qu'elle n'était avant le Brexit. Ensuite, là, bon, je ne vais pas insister trop là-dessus. L'Europe du Sud a une migration, et c'était une région de départ dans le passé. Les chiffres sont plus valables, mais qui est devenue une région d'arrivée aujourd'hui depuis les années 80. Donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal sont devenus des pays d'immigration aujourd'hui, compte tenu de leur déclin démographique et de leurs besoins de main-d'œuvre aussi liés au tourisme. Donc on a une importante, et les métiers du care aussi. Donc on a ces phénomènes qui se sont beaucoup développés dans ces pays avec des disparités, même s'ils sont en phase, tous les quatre, si j'ose dire, pour entrer dans cette phase de migration, d'immigration et de transit, on a des flux très différents. Chaque pays européen a ses migrants, parce qu'il a son histoire. Et donc, en France, on a pendant longtemps, c'était les Portugais qui étaient les plus nombreux. On a eu jusqu'à 800 000 Portugais au recensement de 1982. Aujourd'hui, ce sont les Algériens qui sont autour de 770 000 à peu près, suivis par les Marocains. Donc, c'est une immigration qui vient de la rive sud de la Méditerranée, qui est un héritage post-colonial, comme disent certains. Mais avant, on a eu les Italiens, très nombreux. On a eu beaucoup d'autres. Et le tiers de la population en Europe, parmi les migrants, ce sont des Européens, ce qu'on oublie énormément. Donc, dans d'autres pays d'Europe du Sud, chacun a son histoire. Donc, les Espagnols, ils ont beaucoup de gens qui viennent d'Amérique latine. Ils ont même des accords bilatéraux avec eux pour la mobilité et pour l'accès aux droits. Au Portugal, c'est pareil avec le Brésil. En Grèce, ils ont beaucoup de liens donc avec les Balkans, qui sont leurs voisins. Donc, ils ont une migration bulgare, ils ont une migration russe, autour aussi de l'orthodoxie, etc., la Géorgie, etc. Tous ces pays ont été nombreux à venir vers la Grèce. Et puis, donc,
en Italie, on a une sorte de, disons, de saupoudrage de toutes les nationalités qui sont venues, parce que l'Italie a une faible expérience coloniale, de tous les flux qui sont venus depuis les années 70, 75, 80 vers l'Europe. Donc on a des latino-américains, on a des gens qui viennent d'Europe centrale et orientale, on a des Africains subsahariens, on a toute une très grande variété. Donc on a trois types d'installation dans ces régions. On a soit le couple migratoire, c'est-à-dire quasiment une seule nationalité dans un seul pays. Par exemple, les Algériens en France, 92% des Algériens en Europe sont en France, par exemple. 72% des Turcs en Europe sont en Allemagne, etc. La deuxième disposition, c'est des diasporas répartis dans différents pays. C'est le cas des Marocains qu'on va trouver en Italie parmi les premières nationalités, en Espagne, en France, c'est deuxième, etc., en Belgique, aux Pays-Bas. Et la troisième configuration, c'est le saupoudrage, donc, que l'on voit dans différents pays. Mais les plus nombreux en Europe, c'est les Turcs. C'est une très grande diaspora, surtout en Allemagne, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, dont la Suisse d'ailleurs. Et donc, on a près de 4,5 millions de Turcs en Europe. Donc, c'est la première nationalité. Ce n'est pas une immigration postcoloniale, contrairement à ceux qui ont tendance à réduire tout au postcolonial. Ensuite, pour aller vite, les Roms, ils se sont remis en scène, si j'ose dire, et en mobilité après la chute du communisme. Donc on a vu arriver des gens qui étaient souvent sédentarisés de force dans des pays d'Europe centrale et orientale. Et ils sont visibles, mais peu nombreux, comme disait une de mes collègues roumaines qui avait beaucoup travaillé sur ces populations. Et en fait, c'est 10% de la population en Roumanie et 10% en Bulgarie. Et parfois, le discours dans ces pays, c'est si vous êtes réticents, ils sont entrés les plus tard dans l'Union européenne, ils disent c'est à cause des Roms, parce que l'image de notre pays, c'est les Roms, etc., parce qu'ils sont nombreux dans ces pays-là. Et ils sont à peu près 7% en Hongrie. Ensuite, on a beaucoup d'autres phénomènes dont j'aurais peut-être pas le temps de parler, mais je voulais parler un peu de ces régions. Par exemple, là, on passe à l'Asie, la Chine. Alors, c'est un des rares pays du monde, avec 1,4 milliard environ de population, où il y a encore un passeport intérieur. Donc, il y a le fameux Hukou, le Hukou, ou Huko, comme on dit, Hukhou. C'est un système archaïque qui est bien antérieur au système de la politique de Mao Tse-tung, mais qui est destiné à maintenir sur place les ruraux pour éviter qu'ils aillent en ville. Et quand j'ai visité quelques musées en Chine, je me suis aperçu que depuis très longtemps, ils ont peur de cette masse de population rurale déferlante, si j'ose dire, dans un pays qui était surtout rural dans le passé. Et donc aujourd'hui, il y a toujours des passeports intérieurs et les gens de la campagne n'ont pas le droit d'aller librement vers la ville. Ils peuvent bouger dans leur pays, soit s'il y a des grands travaux, par exemple, il y a des grands barrages des Trois Gorges, etc., qui ont déplacé des millions de gens, sans leur accord, bien sûr, mais aussi, si les gens ont un passeport rural, ils vont perdre tous leurs droits s'ils vont en ville. Ça correspond à 250 millions de personnes, une bagatelle, bien sûr, à l'intérieur de ce pays, mais c'est quand même dramatique parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller où ils veulent. Si vous êtes à la campagne dans l'ouest de la Chine, si vous décidez d'aller à Shanghai pour avoir plus de chance, surtout pour vos enfants, vous perdez votre droit, bien sûr, tous vos droits sociaux, vos droits au logement, vos droits à la santé, vos droits à l'école publique obligatoire mais gratuite. Et donc vous perdez tout, vous devez tout financer vous-même. Donc le coût de la mobilité intérieure est très important. Et c'est la seule... Ça existe aussi en Corée du Nord, mais ça a disparu ailleurs. Avant, ça existait aussi en Union soviétique. Jusqu'en 1994, c'était la Propiska. Mais là, c'est disons, un phénomène qui est dénoncé, d'ailleurs, y compris par des chercheurs chinois qui disent on a une population flottante de sans-papiers dans notre pays. Et le gouvernement le sait, mais ça rend la main-d'œuvre pas chère, parce que ces sans-papiers, ils produisent des tas de produits pour l'exportation à très bas coût, donc il n'y a pas de volonté forte de changer ce système. Ils s'abritent en disant mais oui, mais ça nous permet d'avoir, ce qui est vrai en partie, moins de bidonvilles. Parce que dans un pays comme ça, on aurait des villes bidonvillisées gigantesques, comme en Amérique du Sud ou en Inde, ce qui n'existe pas en Chine, parce que
disons, le passeport intérieur canalise une partie de la mobilité qui serait tentée d'aller plus nombreuse vers les villes, même s'il y a beaucoup de gens qui partent aussi vers les villes. Ensuite, donc, et il y a aussi un autre, je voulais montrer autre chose, la Russie, donc ça c'était ce dont je voulais vous parler. Avec l'attraction, on ne le voit pas d'ici, mais l'immense attraction de la Russie pour les gens d'Asie centrale et du Sud-Caucase. Et moi, j'avais un étudiant qui avait fait sa thèse là-dessus, qui venait d'Ouzbékistan et qui explique dans sa thèse de façon très intéressante que au moment de l'ouverture du rideau de fer, il y avait en fait la Turquie a essayé, parce que ces gens, ils ont des langues turcophones en réalité, donc essayer de les attirer vers, surtout les qualifier vers la Turquie, en disant voilà, il y a des postes à l'université. Lui-même, il a enseigné d'ailleurs à Ankara. Il trouvait que ce n'était pas très compliqué d'enseigner en turc alors qu'il est ouzbek, etc. Ils sont de culture musulmane. Mais en fait, il expliquait aussi que pour le gros, pas pour les élites, mais le gros de la population, ils ont tellement l'habitude du système russe et soviétique, la paperasse, l'administration, la langue, donc qu'aujourd'hui, ils continuent à migrer plutôt vers Moscou que vers Istanbul ou Ankara, parce qu'ils ont été formés là-dedans, si j'ose dire. Alors ça changera peut-être peu à peu avec les générations suivantes, mais ils trouvent plus d'opportunités à travailler vers la Russie, qui a besoin de main-d'œuvre, comme je disais, que vers la Turquie, qui a moins besoin de main-d'œuvre pour l'instant. Donc on est dans ce contexte et on a beaucoup de... Et puis il y a aussi des soldats, bien sûr, qui sont recrutés venant de ces régions. On recrute dans les mosquées aujourd'hui en Russie pour la guerre. Donc ça, c'est la fameuse croix russe, le contexte démographique, voilà, et puis la carte de la Méditerranée, comme je voulais vous montrer avec les passages. Je terminerai en disant 2-3 choses sur le continent africain, en montrant l'intense mobilité à l'intérieur du continent africain, qui est concerné aussi par la tendance à la métropolisation de quelques grands pôles comme Lagos, Durban, etc. Et aujourd'hui, l'attraction, il y a un exode rural massif. En 1950, il y avait 70% de ruraux et on dit qu'en 2050, selon les démographes, il y aura 70% d'urbains. Donc il y a un exode rural qui favorise la mobilité intérieure et aussi, bien sûr, la mobilité internationale, parce que la ville globale, c'est un pôle d'attraction. On est en contact avec les réseaux de passage et les passeurs, et ça favorise aussi la mobilité transcontinentale pour les Africains. Là, c'est la région des zones de conflit, le Golfe, donc, et toutes ces régions, et la Turquie, qui est un pays un peu comme le Maroc ou le Mexique. C'est un pays de départ, puisque je vous dis qu'il y a 4,5 millions de gens qui sont en Europe, mais aussi c'est un grand pays d'accueil. Il a accueilli 4 millions de Syriens, donc suite à un accord avec l'Union européenne de 2016. Et c'est un pays de transit aussi. Pareil pour le Maroc, qui est un pays de départ, d'accueil, de transit de façon moindre. Mais le Mexique aussi, le Mexique est aujourd'hui est, ce que disent les démographes, dans un contexte migratoire négatif comme la Turquie, c'est-à-dire qu'il y a plus de Turcs qui retournent chez eux, y compris dans les deuxièmes générations, que de Turcs qui vont vers l'Europe. C'est pareil pour le Mexique, il y a plus de Mexicains aujourd'hui qui vont retourner chez eux que de Mexicains qui partent vers les États-Unis, parce que le gros des départs aujourd'hui, c'est l'Amérique centrale vers les États-Unis. Et je terminerai par quelques éléments. Le Golfe, donc ça on en a parlé rapidement, la situation est telle qu'on la connaît. L'Inde, qui est un grand pays qui n'a pas tellement de migration au regard de l'importance de sa population, mais qui est très attiré notamment vers l'Afrique de l'Est, comme on le voit, et puis vers le monde entier, 37 millions d'Indiens dans le monde. Et bien sûr l'Asie du Sud-Est, donc qui migre d'un pays à l'autre en fonction des situations aléatoires, d'ailleurs économiques, de ces différents pays. Je voulais insister les Philippins, très nombreux, un Philippin sur 11 à l'étranger, et sur la fameuse frontière américano-mexicaine. Le président des États-Unis en parlait, je ne vais pas insister, mais c'est une région qui est déjà très, très hispanique, et il n'y a d'ailleurs, il n'y a pas de définition de la langue officielle pour l'instant des États-Unis dans la Constitution américaine. C'est un objet de débat pour M. Trump, mais voilà, c'est
c'est très, très marqué par cette histoire hispanique et le Sud, donc, qui est une migration interne à l'intérieur du sous-continent latino-américain, avec une intense mobilité des Caraïbes vers leurs anciens pays de dépendance. L'Australie, donc, qui a abandonné son mythe de l'Australie blanche dans les années 60 et qui est de plus en plus qui a attiré ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, des Européens du Sud, comme des Italiens, des Grecs, et puis aujourd'hui, beaucoup de Chinois et beaucoup de gens qui viennent de ces pays d'Océanie aussi à cause des problèmes climatiques. Donc, je voulais insister sur 2-3 choses. Les chiffres sont plus valables, mais d'une part, les grandes mégapoles du sud du monde, notamment, sont en Asie, comme vous le voyez. Elles sont en jaune. C'est pas très original de ma part, mais ça souligne l'importance de ces mégapoles. Et elles sont au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, il y a beaucoup de dangers. Avec la montée des eaux, c'est notamment le cas au Bangladesh, au Pakistan. On a vu de gigantesques montée des eaux, et donc c'est un sujet très très important dans toute cette région. Également, les transferts de fonds, donc c'est un aspect important puisque le transfert de fonds, c'est dans certains pays, c'est 20% des ressources en devises de ces pays, hein. Et si on arrête la migration, les pays du Sud qui signent des accords en disant je vais empêcher les gens de sortir, ils disent peut-être qu'on n'arrivera pas, heureusement, à empêcher tout le monde de sortir, parce que pour eux, c'est même le Maroc, par exemple, c'est 18% de ses ressources en devises. Et pour d'autres pays, c'est beaucoup plus important. Donc, les régions où on reçoit le plus d'argent sont très dépendantes des transferts de fonds. Et aujourd'hui, les transferts de fonds, c'est 670 milliards de dollars annuels. Donc, c'est plus que 4 fois l'aide publique au développement. Donc, le grand pourvoyeur de développement local, c'est le migrant international. Et je terminerai sur les déplacés environnementaux, puisque c'est un enjeu très important pour aujourd'hui et pour demain. Donc, on voit que c'est surtout le sud du monde qui est concerné par ces déplacements et ces catastrophes, surtout les catastrophes soit naturelles qui sont liées à l'activité terrestre, hein, ça peut être par exemple les cyclones, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, et puis des phénomènes plus liés directement au climat, qui sont l'élévation du niveau des mers, le dégel, la désertification, la fonte des glaciers, les inondations. Pour l'instant, ces gens sont estimés, selon le GIEC, à peut-être 200 millions, mais les 2 tiers, pour l'instant, sont des migrants internes dans leur propre pays. Donc, ce n'est pas demain qu'à votre porte, vous allez rencontrer un déplacé environnemental, contrairement à ce que certains croient. C'est une migration surtout interne dans leur propre pays et de voisinage. C'est les plus pauvres, hein. Ce sont des gens qui vivent de l'activité terrestre, des bergers, des pasteurs, des agriculteurs, des pêcheurs, et donc ils cherchent à se réfugier soit dans leur propre pays, soit dans les pays voisins. Par exemple, ceux de Tuvalu, dans le Pacifique, ils ont acheté un territoire, une île, pour essayer de se sauver de la catastrophe de l'engloutissement de leurs îles, par exemple, hein. Donc, on est dans un contexte, un des pays les plus menacés au monde, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, à cause des glaciers de l'Himalaya qui alimentent les 2 grands fleuves qui constituent le delta du pays à l'arrivée autour de la capitale. Donc en fait, on est dans un contexte aujourd'hui, ces gens-là n'ont aucun statut, hein. Ils n'ont pas de statut de réfugié parce que le Haut-Commissariat aux réfugiés considère que lui, son travail, c'est d'appliquer la Convention de Genève sur la notion de persécution, qu'eux ne sont pas persécutés. Ils fuient une catastrophe, mais il y a tout un débat pour savoir si c'est une migration volontaire ou forcée. Et pour l'instant, malgré quelques tentatives qui ont eu lieu à Genève, il n'y a aucun statut mondial pour les déplacés environnementaux, aucun statut interne d'ailleurs dans les différents pays, ni dans les différentes régions du monde. Ils sont un peu en lévitation. Il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. On a plus de 4 millions d'apatrides dans le monde aujourd'hui, par exemple, entre la Birmanie et le Bangladesh et dans quelques autres endroits. On a des millions de sans-papiers. On dit à peu près 12 millions aux États-Unis, 5 millions en Europe, énormément dans le Sud, où ils sont tolérés. Ils sont tolérés, mais ils ne sont pas gérés. Et donc, il y a beaucoup de population flottante qui est liée à l'entrée en mobilité du monde, si j'ose dire. Alors, j'ai terminé là-dessus et je suis à la disposition pour vos questions. Je vais boire un peu d'eau.
Merci beaucoup. Ah, je sais pas si ça fonctionne. Merci beaucoup pour toutes ces données et ces informations. Et effectivement, la place est aux questions. Nous allons faire passer les micros avec Marine. Oui, merci Alain Monod, merci pour cet exposé passionnant. Pouvez-vous nous commenter plus avant, vous l'avez déjà fait, votre carte de l'Europe avec les migrations d'Est en Ouest, oui. où on voit que la France est quasiment épargnée entre guillemets. Oui, c'est vrai. La France ne fait pas l'objet de migrations. Alors, elles sont diverses, ces migrations venant de l'Est, mais j'aimerais, si c'est possible, que vous nous donniez plus d'explications sur cette situation singulière de la France. Oui, tout à fait. J'ai insisté là-dessus. Je vais essayer de revenir dessus. Il y a une petite carte, hein. Elle n'est pas très explicite, mais elle est là, voilà. Alors, voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de migrations de l'Est récentes. On en a eu des Polonais dans le passé, hein, mais ça n'a pas nécessairement attiré de nouveaux Polonais chez nous récemment, depuis les années 90. Il y a plusieurs raisons. D'une part, on a beaucoup d'autres flux migratoires en France, donc ils n'ont peut-être pas senti l'utilité de venir en France, parce que pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait des réseaux transnationaux construits par les migrants eux-mêmes, c'est-à-dire des familles qui soient installées assez récemment et qui attirent des nouveaux venus. En général, c'est ce qu'on ferait aussi. On va voir, si on migre, on a le projet de débarquer, si j'ose dire, dans sa famille, parce que c'est plus protecteur. Et puis, si on ne parle pas, en France, on ne parle pas tellement de langue slave, donc ce n'est pas très attractif. Et comme il n'y a pas beaucoup de ces populations en France, ça n'a pas attiré de nouveaux venus. C'est le cas pour les Ukrainiens. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'Ukrainiens qui sont venus ? Il y avait eu des quotas qui avaient été définis par l'Union européenne, la Commission. En fait, ils ne sont pas venus nombreux parce qu'ils n'avaient pas tellement d'Ukrainiens qui étaient installés en France, hein. Ils sont beaucoup en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, etc., mais pas tellement chez nous. Donc, c'est le cas pour les migrations de l'Est, parce que d'abord, c'était les métiers remplis par ces gens au début. C'était il y avait beaucoup de femmes qui gardaient des personnes âgées. Alors en France, on a quand même quelques EHPAD, il n'y en a pas beaucoup en Italie, en Espagne. Les métiers du tourisme, certes, on est un pays touristique, mais il y avait des besoins pour des nouveaux pays touristiques comme l'Espagne et le Portugal, très importants, qui ont attiré ces personnes. Et donc, on a eu... et puis, la proximité pour les Roumains de la langue italienne. Donc, ça, je pense que ça les a attirés aussi. Et en France, finalement, ils ne sont pas venus très, très nombreux parce qu'il n'y avait pas déjà de réseaux transnationaux familiaux déjà constitués pour les accueillir. L'Allemagne a été un grand pays d'accueil parce que c'était proche pour les Polonais, par exemple. L'Autriche. Oui, la Suisse. Béatrice Marche complète la question. Sur cette carte-là, on voit des flux, mais on ne sait pas, si, contrairement à la toute première carte, si ce sont de quelle catégorie socio-professionnelle il s'agit. Est-ce que c'est plus des CSP, par exemple, que dans les flux sud-nord, sur cette carte-là, par exemple? Oui, on a tout. On a tout parce qu'on a des migrations, par exemple, ce qu'on appelle les migrations en blanc. Il y a un livre qui a été fait là-dessus sur les Roumains et les Bulgares qui viennent comme médecins et infirmiers vers les pays européens parce qu'on en manque à l'ouest, donc ils sont venus très nombreux. Alors ça prive ces pays de médecins et d'infirmiers, bien sûr, mais c'est une migration qui continue à être très importante, hein. Il suffit d'aller dans les hôpitaux pour constater le phénomène parce que ils gagnent beaucoup plus chez nous que dans leur pays. On a, dans d'autres cas, c'est plutôt des femmes, si possible, et une sélection linguistique qui parlent la langue des plus âgés, parce qu'ils ne parlent pas des langues étrangères. Donc on va faire venir en France, par exemple,
pour des gens âgés, il faut des gens qui soient francophones. Donc il y a un biais qui s'inscrit, qui fait qu'on va plutôt chercher des pays francophones pour ces métiers de care, comme on dit. De même, dans les hôpitaux, pour parler avec les personnes, il faut bien maîtriser la langue française. Par exemple, pour garder des enfants, les familles choisissent plutôt des gens qui parlent la langue française. Donc on ne va pas prendre des Chinoises. Hein. Donc voilà, il y a des métiers qui sont liés à des prismes très particuliers de désirabilité du profil de la personne. Ça peut être la langue, ça peut être ces gens de l'Est, certains sont des pays européens, donc ils ont l'équivalence des diplômes aussi, ce qui permet à des médecins de pouvoir exercer chez nous. Dans d'autres cas, ça va être la force physique pour travailler dans le bâtiment, par exemple. On va choisir des gens qui sont prêts à faire ces métiers-là, etc. Donc on a toutes les catégories, des très qualifiés, des moyennement qualifiés, des très peu qualifiés, selon les profils de gens de l'Est. Les Albanais, par exemple, en Italie, sont dans les métiers, les bergers, par exemple. Les collègues italiens me disaient tous les bergers sont albanais. Les gens qui font les cultures en terrasse, heureusement qu'il y en a encore, c'est les Albanais parce qu'ils sont habitués à faire ça aussi chez eux. Donc l'agriculture, c'est aussi dans le sud de l'Italie, c'est des Albanais parce qu'ils sont habitués à ce paysage, la protection du paysage méditerranéen, par exemple. Hein. Donc on va plutôt choisir ces gens-là que des gens qui viennent d'autres régions, en fonction des profils recherchés dans tel ou tel secteur. Hein. Il y a aussi, par exemple, en Italie, des Égyptiens, parce que les Italiens pauvres, au XIXe siècle, allaient travailler en Égypte, dans les riches familles d'Alexandrie et du Caire, et donc ça a créé des liens, et maintenant, c'est les Égyptiens qu'on ne voit pas beaucoup chez nous, qui sont beaucoup plus nombreux en Italie, par exemple, notamment dans les petits métiers de fast-food, les pizzaioli, et puis aussi tout ce qui est les fruits et légumes. On les voit un peu au marché vendre en France, mais pas beaucoup. En Italie, c'est très fréquent, par exemple. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous avez dit à un moment qu'il y avait une espèce de balance qui se faisait entre des zones vieillissantes et des zones où les populations sont plus jeunes. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le cas même dans un contexte où les politiques migratoires deviennent de plus en plus intolérantes, où les frontières se ferment de plus en plus? Vous avez dit aussi que les gens n'arrêteront pas de migrer pour autant, mais est-ce que l'effet dissuasif importe? Est-ce que le nombre de morts aux frontières va changer cette dynamique? Alors, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, la plupart des gens entrent légalement. C'est une banalité de le rappeler, fort heureusement d'ailleurs. La plupart des entrées, même chez nous, sont des entrées légales. Hein. Et ceux qui deviennent sans papier, souvent, c'est au cours de leur séjour. Par exemple, des gens qui sont entrés comme étudiants et qui vont prolonger leur séjour et qui n'ont pas la possibilité de le prolonger légalement, ils vont rester quand même. S'ils viennent de pays où il n'y a pas beaucoup d'espoir que ça s'arrange chez eux. Des gens qui ont été déboutés du droit d'asile, ils ne vont pas nécessairement repartir dans leur pays. Donc, ils vont rester sur place. Des femmes qui ont été abandonnées par leur mari, eh bien, elles deviennent en situation irrégulière si elles sont entrées dans le cadre du regroupement familial, et elles vont essayer de se faire régulariser, si possible. Toute une série de gens sont entrés légalement, et ça, j'insiste lourdement là-dessus pour les sans-papiers, puis d'autres sont entrés légalement et poursuivent leur vie légalement. Hein. C'est banal de le rappeler, mais c'est quand même 350 000 entrées à peu près qu'on a eues en France ces dernières années par an, donc c'est important. Les autres, c'est à la marge, si j'ose dire. Par ailleurs, c'est vrai que ceux qui risquent leur vie en Méditerranée, c'est plutôt des jeunes, c'est des gens qui ont 20 ans, etc. Il y a une déperdition assez considérable en la matière, mais ce n'est pas l'essentiel qui sont entrés, heureusement, de cette manière. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce qu'il existe, je voulais savoir, des études un petit peu solides, un petit peu factuelles, qui permettent d'objectiver l'apport de l'immigration dans les pays? Parce qu'on entend beaucoup... Alors, aux États-Unis actuellement, par exemple, le discours c'est tous les migrants dehors et ça va être une catastrophe pour l'économie américaine. Est-ce que ça, on arrive à l'objectiver par des chiffres un petit peu solides et robustes? Ça a été fait notamment par les gens de l'école d'économie de Paris, notamment Hillel Rapoport, par exemple,
qui a montré que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ça a été fait déjà depuis les années... La première étude à laquelle j'ai participé, c'était en 1976, donc il y a très longtemps, qui montrait que déjà l'immigration rapportait plus qu'elle ne coûte. Pourquoi ? Parce que les gens qui arrivent, déjà les gens à l'échelle mondiale, l'essentiel des migrants, c'est des travailleurs, des gens qui viennent pour travailler. Et d'autre part, s'ils arrivent à 20 ans, on n'a pas eu à payer ce qui coûte cher, disons, les 20 premières années de l'existence. Et on n'a pas non plus, pour la plupart, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à payer les 20 dernières années de l'existence, c'est-à-dire les années qui coûtent très cher en matière de santé, parce que souvent, ils repartent chez eux. Donc, ils sont dans leur pays d'accueil, si j'ose dire, entre guillemets, entre 20 et 60 ans, pour simplifier. Et c'est une période de très grande activité. Donc, ils ont un taux d'activité important parce qu'ils vont accepter des métiers que les nationaux souvent n'acceptent pas parce qu'il faut qu'ils remboursent leur voyage s'ils sont venus illégalement. Et puis, de toute façon, pour renvoyer de l'argent chez eux, il faut absolument qu'ils travaillent. Donc, ils ne vont pas, disons, faire la fine bouche pour savoir si ça correspond exactement à leur profil ou pas, ce que des nationaux vont faire davantage. Donc, le gros de l'immigration correspond à ce profil, ce qui fait que même des gens qui sont entrés pour le regroupement familial, les femmes, souvent, elles se mettent à travailler. Par exemple, les gens qui sont entrés dans le cadre des réfugiés, s'ils ont leur statut de réfugié, ils vont travailler, etc. Donc, en fait... beaucoup sont dans cette logique de travail, ce qui fait que ça rapporte. Et puis, plus ils sont en situation régulière, plus ça rapporte, parce que ce qu'on a du mal à expliquer parfois au pouvoir public, parce que celui qui est en situation régulière, il est mieux payé, il devient un consommateur, il paye des impôts, il paye la TVA, etc. Et donc, ça va plus rapporter à l'économie du pays d'accueil, mais aussi au pays d'origine, parce qu'il gagne mieux sa vie, donc il envoie plus d'argent. Donc, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte, oui. Oui, bonsoir. Baptiste Fillou, Oxfam France. Je vais poursuivre un petit peu là-dessus parce que je trouve ça très très intéressant. Vous dites que la recherche a finalement peu d'impact sur les politiques publiques et sur l'opinion en matière de migration. Malheureusement, tout du moins. oui. Si je veux dire. On sera d'accord là-dessus. Simplement, vous avez juste abordé le cadre des migrations circulaires. Oui. Et voilà, ce qui est totalement empêché aujourd'hui, par exemple, sur une île comme Mayotte, puisque les gens ne peuvent pas ressortir, tout simplement. Et on va bientôt être confronté à la mise en place du pacte asile-immigration européen. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner ? Et d'autre part, quel peut être finalement le contre-exemple qu'on pourrait mettre en avant pour expliquer que finalement, l'immigration circulaire, c'est bénéfique d'une part, et d'autre part, ça n'empêche pas... Voilà. Alors, d'une part, au début, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand les frontières se sont ouvertes progressivement à l'Est, les gens craignaient. Il y avait tout un discours sur le plombier polonais qui allait leur faire concurrence, etc. Et puis finalement, tout ça, ça a été absorbé, si j'ose dire, par l'Europe. Et ce qu'on voit surtout, c'est que plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent, et moins ils s'installent. On a moins de sédentarisation pauvre et aléatoire que si les frontières sont fermées, ce qu'on a beaucoup de mal à expliquer au pouvoir public, alors que ceux qui s'installent en situation irrégulière, c'est des gens qui vont rester de toute façon jusqu'à ce qu'ils aient une régularisation, même si ça prend 7 ans, 10 ans, etc. Donc, laisser ces gens dans cette situation, d'une part, ça crée à l'extérieur la figure de l'indésirable, bien sûr, qui est pauvre, qui a du mal à accéder à ses droits, qui dort dans la rue, etc., qui n'a pas le droit de travailler, pour certains d'entre eux d'ailleurs, ou sauf irrégulièrement. Donc on est à l'inverse d'une logique de croissance économique qui serait induite par plus de légalité du statut. Ça, c'est un aspect. Et surtout, la mobilité, elle est... moi, les gens du Sud, aujourd'hui, on discute les gens du Sud, les élites, ils circulent. Les pauvres des pays riches, ils circulent très... Les riches des pays pauvres, plutôt, ils circulent facilement. Et donc, ils ne s'installent pas nécessairement. D'ailleurs, ils sont dans cette logique de mobilité comme mode de vie, comme nous, d'ailleurs. Les plus mobiles, c'est nous, si j'ose dire, Européens, Américains, Canadiens, etc., parce qu'on peut facilement circuler.
pour les gens du Sud, il faut obtenir un visa, c'est compliqué, etc. Donc, mais les riches des pays pauvres circulent facilement. Et les pauvres des pays riches circulent peu aussi, hein. Là aussi. Et les pauvres des pays pauvres encore plus difficilement. Et d'ailleurs, les migrants qui viennent chez nous, y compris traversant la Méditerranée, ce n'est pas les plus pauvres, c'est des gens qui ont économisé de l'argent pour payer les passeurs, qui sont envoyés par leur famille, etc. Et donc, ce n'est pas les plus pauvres parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour continuer à payer leur voyage. Donc, en fait, on est dans une approche qui est complètement erratique, si j'ose dire, par rapport à ce qu'on peut observer et analyser depuis des années sur les phénomènes migratoires. De même sur les problèmes de frais de santé, par exemple, hein, c'est un détail, mais on a des chiffres très stables, en fait, des frais de santé pour l'aide médicale d'État, qui est autour d'1 milliard d'euros. C'est une initiative qui a été lancée par Nicolas Sarkozy, qui n'est pas l'homme le plus d'extrême gauche, si j'ose dire, en France, parce que conseillé sans doute par des professeurs de médecine, on lui a dit que s'il laissait sans soin un certain nombre de gens, ça allait développer toute une série d'épidémies qu'on avait perdues en Europe, dont la tuberculose, la rougeole, etc. Et donc, c'était très dangereux. Ce qui fait que ceux qui veulent fermer cette aide médicale d'État, c'est sur une idée toute faite, si j'ose dire, alors qu'il y a une très grande stabilité de ce chiffre. Et récemment, Jordan Bardella, pour entrer dans le débat, avait annoncé que parmi ceux qui bénéficiaient non pas de l'aide médicale d'État, mais des séjours pour raison de santé, puisque chez eux, il n'y aurait pas de façon de les soigner, ce qui existe aussi, hein, eh bien, c'était qu'il y avait 40% d'Algériens. Et en fait, la réponse scientifique, c'était il y a 0,2% d'Algériens qui bénéficient de cette mesure, rare d'ailleurs, de pouvoir circuler avec un visa pour des raisons de santé, parce que dans son pays, on ne trouve pas, alors qu'en Algérie, la médecine fonctionne assez bien. Donc en fait, il y a plein d'idées fausses, mais comme les gens sont ignares sur ce sujet, parce que ça n'a pas été enseigné à l'école, on peut leur raconter n'importe quoi, hein. On peut leur dire qu'il y a 20 millions d'étrangers en France, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de point de référence, hein. Alors, si on lui disait que Louis XIV était né avait vécu au 19e siècle, ils diraient non, quand même, c'est bizarre. Mais si on leur dit que, qu'il y a 20 millions d'étrangers en France, ils vont le croire. Donc, je crois qu'on peut progresser qu'en faisant plus d'informations, développant la connaissance dans les collèges, les lycées, à l'université, dans des débats publics comme on le fait ce soir, parce que c'est un sujet qui est très mal connu. Mal connu.